Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment dans la deuxième partie. Merci à vous tous à l'international, très nombreux à nous suivre sur Espace TV grâce au bouquet Canal+, canal 243. Si vous êtes à l'international, évidemment, là aussi, avec entre autres un Star Time qui relaye l'émission. Vous êtes au Sénégal, grâce à la TNT, vous avez accès à cette émission. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, soit le 00224 657 39 13 13. Dans un instant, évidemment, nous allons essayer de relayer vos messages dans cette émission. En mars 1971, il a été reçu à la Voix de la Révolution, alors qu'il n'avait que 20 ans, il faut le faire, auprès donc des aînés, dont il ne cesse de saluer le professionnalisme. Il a appris, il apprend notamment les techniques du métier de journalisme, sa passion, et intègre donc les pratiques du professionnel, oui, dans son monde de vie, il faut le dire, esclave de vérité, parce qu'elle est le socle, oui, même de journalisme. Il travaille assidûment donc à informer, comme tous ceux qui ont la vocation à la radio-télévision guinéenne, à la RTG. Il a gravi donc les échelons. Animateur d'émission, directeur avant de devenir pour la première fois en 2007 ministre de l'information, des télécommunications et NTIC, de la culture. Oui, d'ailleurs on parle de culture, oui, la culture, sa seconde passion. Et pour les arts comme de la musique traditionnelle, Justin Morel Jr., JMJ, parce qu'il s'agit de lui, s'est investi comme un ouvrier de l'encadrement des artistes, de la conception de tubes, la promotion, à la réalisation de vidéoclips. Et même, oui, avec l'âge, nous essayons de comprendre ce matin, en tout cas, il est notre invité, mesdames et messieurs. Justin Morel Jr. répond donc aux questions des grandes gueules ce matin. Eh bien, il sera d'une minute à l'autre avec nous dans ce studio. Quelques réactions des auditeurs, évidemment, sur le 657 39 13 13. Beaucoup de réactions ce matin avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules. Merci à vous, hein, même si le message n'est pas signé. On y va avec cet autre. Posez la question à M. Kourouma. Quelle explication donne-t-il à l'organisation d'élections en pleine pandémie? Voilà, c'est un auditeur qui pose cette question. Cet autre aussi, lui, c'est Baldeth qui nous écrit. Les GG, juste le fait de dire la vérité en tant que porte-parole de la gendarmerie et en peur de lui, on prépare donc Bala Samoura contre lui. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Allez, on y va avec cet autre aussi. Hein. Lui, c'est Touraman qui nous écrit bonjour les GG, le parti AGN. Ok, merci. On y va avec cet autre aussi. Hein. Bonjour les GG. Arbaba depuis Sangaridi qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe Moussa Moïse, félicitations à toi pour ta détermination. Bonne continuation. Voilà, je te note 9,50. Voilà, même si on n'a pas demandé de noter les journalistes. Allez, on y va avec cet autre aussi. Hein. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour les grandes gueules. La Guinée n'a pas d'usine de cocaïne, ni de chambre, ni un champ de drogue. Le gouvernement et la justice doivent sanctionner. Voilà, mais c'est pas le sujet. Je sais pas pourquoi il nous envoie ce message. On y va. Amara Kandela qui nous écrit hein, du côté de Dixon, Tanganyika, dites à Moussa Moïse que ce pays ne l'appartient pas, alors qu'il arrête avec ses commentaires négatifs. Voilà, on y va. Avec cet autre aussi qui nous écrit, Kerno A. Diallo, n'allez pas très loin, ses positions entre les deux ministres qu'il a verrouillées. Ok, je comprends très bien. On y va toujours avec les auditeurs. Hein, voilà, maintenant sur Twitter, même si on n'a pas reçu le tweet, hein, avec notre ami du côté de la régie, voilà, sur le numéro normal. On va y aller avec les SMS toujours, hein, voilà, sur le 657 39 13 13, avec ce premier message qui nous parvient. C'est Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit bonjour les grandes gueules.
Bonjour à toute l'équipe, l'heure est grave avec cette pandémie Covid-19. Voilà, la NSS doit se bouger. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On y va avec Poutine comme par magie qui nous envoie maintenant les tweets sur le numéro habituel. Avec vous, auditeurs, nous partons avec ces tweets. Avec ce premier Mohamed le politologue qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Lamine, la fermeture des lieux de loisirs est extrêmement important. En cette période, mais la manière de réprimer n'est pas du tout professionnelle. Quand on trouve un lieu de loisir, il faut simplement sortir les occupants dans le respect et fermer le coin. Voilà. Excellence Timbo le Guinéen qui nous écrit sur Twitter. Par rapport à la fermeture des lieux, la direction générale de la police, lorsque ces agents de police trouvent un de ces lieux ouverts, eh bien, elles doivent agir de façon professionnelle. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Zébal Traoré qui nous écrit également. Bonjour les GG. Il y a des boîtes de nuit qui négocient avec les forces de l'ordre pour continuer donc à fonctionner clandestinement. Pour le colonel Barry, il faut qu'on nous dise réellement ce qui s'est passé. La Guinée, on peut tourner des films d'action au quotidien. Voilà, c'est Zébal qui nous envoie ce message. On reste avec Seikou Oumar Bolé aussi sur Twitter qui nous écrit évidemment sur le hashtag espace GG. Qu'est-ce qu'il dit Oumar Bolé? Bonjour les GG, je pense que ça serait super d'apprendre à nos forces de l'ordre comment traiter les gens qu'on trouve donc en infraction en respectant donc les mesures établies, et c'est très important. Merci. Adolphe Sankariste qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, il y a des actes qui se passent en ce moment en Guinée qui sont plus graves que le cas de commandant Barry, mais comme l'injustice est la devise de nos autorités, attendons de voir la suite. Dieu ne dort pas. Merci le Sankariste qui nous envoie ce message. Youssef Kaba sur Twitter du côté de PEDN qui nous écrit, on a encore une minute, on est dans le temps. C'est curieux de voir l'officier qui a porté donc la voix de la gendarmerie pendant un long moment se retrouver dans de beaux draps. Il a été un excellent porte-parole pour l'institution et a accompli pleinement sa mission, que la justice agisse librement pour dire le droit. Hashtag espace GG. On reste avec Raoul qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Ce pays est le cimetière de compétents et la pépinière de la médiocrité. Honteux, hashtag honteux, il le dit. Nous avons Kafumba Ramos Komara également qui nous écrit sur Twitter. Lamine, touchons la plaie, le cas colonel Barry est purement politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hashtag espace GG. On va continuer le débat évidemment avec vous, le temps de recevoir notre invité qui va s'installer d'une minute à l'autre évidemment dans ce studio. Mon cher Ahmed Kouma, vous avez la parole. Oui, je voudrais revenir sur le cas du doyen Duldé dont on parlait tout à l'heure, en disant simplement qu'il faut que la justice suive son cours et que tout propos de nature à troubler l'ordre public, à faire en sorte que ce pays se soulève ou s'entretue ou s'entredéchire, doivent être condamnés fermement. Voilà, c'est aussi simple que je dois dire. Allez, dans un instant, notre invité avec nous. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Oui, avec nous, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, Justin Morel Junior, JMJ. Il est là avec nous, mon cher Moussa Moïsi là. On a comme l'impression que, le micro, oui, on a comme l'impression que son nom, tout a été fait, calqué, sculpté pour qu'il fasse du journalisme. Vous savez, JMJ, c'est un peu comme MMS aussi. Voilà, donc vous avez, donc c'est extraordinaire, la voix, la prestance. Non, mais c'est entièrement. C'est les GG là, hein, Moussa. Oui, je sais, même. C'est ce qu'on appelle l'introduction. C'est l'introduction. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'épines. Comme est là, d'accord, mais c'est l'introduction. Il faut quand même reconnaître cela. Bonjour, JMJ. Bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour, M. Silva, et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je suis devant votre artillerie. Oui, exactement. mais il y a beaucoup. Vous avez plus de fans dans ce studio que de trucs. Moussa, mais voilà. Voilà. Donc, c'est clair. Le studio. C'est clair. Ça sourit aux lèvres jusqu'aux oreilles. Donc, je me pose des questions. Alors, quand même, Lamine, quand j'ai vu
avant de parler du cas du professeur, quand j'ai vu 50 années de journalisme, je me suis dit, mais écoutez, l'exercice du métier du journalisme est bien plus, la période d'exercice de ce métier est plus âgée, si je peux le dire ainsi, qu'au moins 4 personnes dans ce studio-là. 50 ans, oui, 4 personnes, parce que vous deux, vous êtes d'une autre époque. Donc je trouve que c'est beaucoup, il en sait beaucoup dans ce métier. C'est vraiment normal que Antoine ait pu aller auprès d'une telle personne ressource pour apprendre à mieux connaître donc la corporation. Donc, d'entrée de jeu, doyen, nous voulons savoir vos sentiments suite au décès du professeur Djibril Tamsir Niane, dont le corps est arrivé hier à Conakry, en provenance de Dakar. Il a reçu les hommages, bien entendu, assez restrictifs suite à la pandémie de Covid-19. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme? Oui, d'abord, je m'incline en étudiant reconnaissant. En effet, j'étais un de ces étudiants à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ouais. À ce titre, il nous dispensait des cours de traite négrière, donc question du grand esclavage. Et nous avions beaucoup de respect pour lui. Il était fraternel, donc à plus d'un titre, je lui dois cette reconnaissance-là. Okay. En plus, j'ai développé avec lui l'amitié qui faisait que, j'allais lui rendre visite et qu'on avait des discussions intellectuelles, fraternelles, amicales. Voilà, et patriotiques aussi, parce que c'est un homme qui aimait beaucoup ce pays, il faut le dire. Et c'est son amour pour la Guinée et pour l'Afrique qui l'ont poussé vers l'histoire, qui est cette connaissance de nous-mêmes et ce dépassement de nous-mêmes. Parce que celui qui n'a pas de souvenir n'a pas d'avenir. Ouais. Celui qui n'a pas de souvenir n'a pas d'avenir. Il vous a aussi influencé, parce que c'est un homme de culture, en quoi qu'on dise. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a influencé parce que vous avez été son étudiant? Oui, tout à fait. Et j'ai étudié en philosophie-histoire parce qu'à l'époque, c'était des binaires qu'on développait. Ouais. Donc moi, j'ai ma maîtrise en philosophie et en histoire. Et à ce titre-là, il fait partie de mes repères. Ouais. Allez-y, Madame Hiro. Alors, on parle du doyen. C'est une grande figure qui vient de s'en aller. L'exemple, c'est votre cas. Il vous a inspiré et vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de journalistes aujourd'hui. Il est décédé des suites du coronavirus. Alors, on parle évidemment de cette pandémie qui sévit aujourd'hui chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une double crise sanitaire que nous vivons, notamment la crise liée au coronavirus, mais aussi l'épidémie hémorragique à virus Ebola. D'abord, je suis heureux d'être à côté d'une héroïne comme vous, parce que je sais que vous étiez en état de famille, comme on nous l'avait dit, que vous avez résisté à la Covid et que vous êtes aujourd'hui parmi nous. Cette maladie est sérieuse, vous m'envoyez tout à fait masqué et il faut l'affronter de manière intelligente, ne jamais oublier qu'il faut se protéger, même si on développe des anticorps, même si on est complètement paradoxal en comportement, c'est important que chacun, dans cette affaire, sache, je vois Silla à côté qui a son humour et qui est capable de foudroyer tous ceux qui n'aiment pas porter les masques. Voilà. Donc je pense que cette maladie est sérieuse. Je pense que malheureusement, nous sommes sur deux fronts. Ebola d'un côté, cette pandémie, et puis cette autre épidémie qu'il faudrait affronter avec la même intelligence. En ce qui concerne, par exemple, Ebola, j'étais de l'équipe en 2015-2017, l'équipe qui était au front, et j'étais un des premiers à prendre le vaccin. Donc, quand le vaccin sera à ma portée, vous comprendrez que je m'empresserai de le prendre. Voilà, JMJ, notre invité ce matin chez les GG, allez-y. Oui, peut-être on va finir avec ces questions d'actualité autour, bien entendu, de ces épidémies. Il y a que nous sommes aujourd'hui au stade de la vaccination. Il y a la vaccination, bien entendu, contre la Covid, mais également contre Ebola. Vous dites déjà que vous êtes disposé à prendre, mais il se trouve que souvent notre pays a des difficultés à obtenir, n'est-ce pas, ces vaccins. Votre lecture de l'engagement de l'État dans la riposte qui est engagée depuis 2013, bien entendu. La résilience fait partie de la stratégie de l'ANSS, qui fait qu'il vaut mieux préparer la survenue de la maladie que de l'attendre.
À ce titre-là, je pense que ce qui est en train de se passer par rapport au lot qui a été reçu, c'est déjà encourageant. Parce que si mes informations sont exactes, il y a déjà des dizaines de milliers de doses qui sont reçues. Alors, maintenant, c'est la programmation, la priorisation des personnes qui devraient bénéficier de ces vaccins qui se pose. Mais il semble que les vaccins ont commencé en plusieurs lieux et que, pour le moment, il n'y a pas de réaction négative. Ouais, pour l'heure. Voilà. On parle d'un demi-siècle de pratiques journalistiques. Et le mois de mars est consacré d'ailleurs à cela. La question qu'on a envie de poser, c'est les premiers pas à la radio de la Révolution se sont faits comment? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure du bilan, on va le dire ainsi. Comment s'est fait le premier pas à la radio à l'époque? D'accord. Parlons d'abord de mes premiers pas d'enfant. Je suis Je suis Justin Morel Junior, né le 16 décembre 1950 à 16h50, de Guillaume Morel et de Juliette Moridi-Souman. Ouais. Tout à fait. Non, je suis Sagittaire. Sagittaire, d'accord. C'est mon épouse qui est Scorpion. Donc, j'ai grandi dans un milieu fortement religieux. J'ai passé ma jeunesse entre Conakry, Kaloum, Boulbiné, Almamia, Mankepa, et puis Koleya, où réside ma famille, et puis Boké, Bofa, Kindia. Quand vous avez fait ce quadrilatère, vous aviez résumé ma vie en Guinée, en ce sens qu'à l'âge de 13 ans, j'ai décidé d'être prêtre. Avant cela, j'étais membre de la chorale de la cathédrale de Conakry. J'étais ténor. Et puis, j'étudiais à la place des martyrs de Conakry. Et puis, je suis allé au séminaire où j'ai passé 3 ans, de 63 à 65, où je voulais être prêtre. Mais le destin en a décidé autrement. Je suis revenu à Conakry. J'ai étudié au 2 octobre en ville. Et puis, de là, j'ai eu les 2 bacs, parce qu'à l'époque, c'était les 2 bacs. Et puis, je suis entré à l'université. C'est parallèlement à cela, parce que pour revenir à la question de M. Kourouma, comme je vivais dans une famille assez unie, et nous étions aussi très ouverts comme Guinéens, nous avions accueilli dans notre famille Kabinet Kouyaté, qui fut un grand reporter de football. Ok, oui. Et Kabinet Kouyaté voyageait beaucoup à cette époque-là. Et c'était le meilleur ami de mon grand frère. Et quand il revenait, il a fait une dizaine d'années chez nous. Et quand il revenait, il nous racontait ses aventures et tout ça. C'était pour un jeune comme moi très excitant. Donc, quand j'ai eu mes 2 bacs, comme je m'intéressais au journalisme et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme ni de faculté, j'ai dit à mon oncle, parce que mon père est mort assez tôt, il est mort à 44 ans en 1958, et puis j'ai demandé que lorsque j'aurai mon bac, ça m'intéresse le journalisme. C'est ainsi que j'ai été conduit par mon oncle Charles Morel à M. Cissé Fodé, qui était à l'époque le directeur de la Voix de la Révolution. Quand il m'a reçu, on lui a dit que j'avais mes 2 bacs, il était content. Et puis il a dit, voilà, ça t'intéresse le journalisme? Je dis oui. Il dit très bien, pour la voix déjà, je pense que ça passe. Il dit, mais maintenant, la rédaction. Il dit, tu vas aller me faire une rédaction sur Conakry, la rue à midi. Ce que je ferai faire plus tard d'ailleurs par ABD. À mon tour, quand je recevrai. Conakry, donc, la rue à midi. À midi, je suis allé, j'ai fait cette rédaction, je lui ai déposé, et puis il a dit, c'est bon, je le prends. Et je lui ai demandé après pourquoi. Il dit non, ce devoir est donné au journaliste qui apprend pour voir son sens de l'observation. Est-ce qu'il fait attention aux choses, à leur contenu, au mouvement. Et Conakry à midi, c'est ce mouvement à l'époque qu'il fallait décrire, comment les voitures, qui étaient rares quand même à l'époque, garaient, comment le marché, comment les élèves à l'époque. Bon, bref, il fallait montrer de l'animation. Et pour cela, avoir
le vocabulaire qu'il fallait, le vocabulaire usuel. Et c'est ce qui l'avait impressionné et c'est ce qui a fait qu'il m'a encouragé à faire ce métier. Ouais. Donc j'ai commencé à faire des pratiques orthophoniques de diction, prononciation et tout le reste avec des techniciennes que je n'oublierai jamais. Il y avait Nena Diallo, Jeanne Gaillard, il y avait aussi Fatou Top, et puis des journalistes comme Daouda Keita, comme Sarbou Keita, qui vivent encore d'ailleurs. Ouais. Et puis, un jour, après toutes ces répétitions, exactement le 21 mars 1971, à 13h05, on m'a autorisé à passer à lire des communiqués. Donc, pour moi, c'était le point de départ. Ouais. Donc, j'ai commencé sur les antennes de la Voix de la Révolution le 21 mars 1971. À partir de 13h05, j'ai lu quelques communiqués et puis c'était parti. Ouais. Voilà les premiers pas du journaliste et de l'homme que je suis. Voilà. Alors, juste doyen, les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent ne vous entendent pas trop bien. Ils souhaiteraient donc que vous enleviez cela et que vous mainteniez le masque. Espérons que vous ne preniez pas la responsabilité. Non, ça va, tout va bien se passer. Voilà. Allez-y. Waouh. Et écoutez, moi, d'abord, je voudrais que les jeunes qui sont sur ce plateau prennent rigueur de votre parler, de la qualité de votre français et surtout de votre diction. Et vous avez parlé effectivement de cours d'orthophonie, de cours de chant. Vous êtes un ténor, je dirais, du journalisme et un ténor aussi par la voix. Félicitations. Les jeunes, c'est-à-dire nous autres, quoi. Oui, les jeunes, oui, les petits freluquets qui sont là, voilà, les 4 freluquets qui sont là. Là, vous vraiment, là, je vous conseille d'écouter. Question. Non, j'ai fini. Non, là, tu vas me laisser mon temps, s'il te plaît. Il n'y a pas de question là. Tu vas me laisser le temps. Merci, Lamine. Ensuite, monsieur, lorsque Lamine, je vais vous faire une confidence, lorsque Lamine m'a appelé au mois d'août pour que je vienne à la radio, j'ai pensé immédiatement à vous, parce que moi j'ai le parcours inverse. Vous êtes passé du journalisme à la politique, moi je suis passé de la politique au journalisme, et je me souviens très bien de mon enfance en vous écoutant, parce que vous m'avez donné justement le goût des bons mots, le goût des lettres, le goût de l'écrit. Vous avez parlé tout à l'heure de l'écrit qui est important. Oui, je suis désolé les gars, je prends mon temps, parce que là je bois du petit lait. C'est ma génération, je bois du petit lait. Allez. Je suis tellement content, parce que vraiment... Non, mais attends, je prends mon temps. Merci. Bien. Et je voudrais vraiment vous rendre hommage là, maintenant. Je suis très ému en vous parlant, parce que moi je me souviens... C'est pas ce qu'on a dit. Laisse-moi finir. Je voudrais que tu me laisses finir, je prends le temps. Parce que je me souviens, et je me revois gamin à Boulbinet, en train de vous écouter. J'ai appris à lire Le Monde grâce à vous, Libération, m'intéresser à la presse, faire le lien entre la musique, etc. Donc ma question maintenant, est-ce que quand vous entendez aujourd'hui, quand vous voyez le journaliste que vous fûtes, et les journalistes d'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui vous dérange dans la qualité, dans l'exigence, dans la rigueur qui a été vôtre? D'abord, merci. Vous me faites pousser beaucoup de poils sur le corps parce que vos mots sont très profonds et très sincères. Je voudrais vous dire que je trouve que c'est normal que je sois dérangé parce que ce ne sont pas les mêmes écoles, ce ne sont pas les mêmes époques, ce ne sont pas les mêmes exigences, ce ne sont pas les mêmes contingences. Ceci dit, je dis toujours qu'il n'y a qu'un journalisme, c'est le bon. Ouais. Il y a un autre qui ne l'est pas, c'est le mauvais. Il n'y a que le bon et le mauvais, mais je dis que le bon journalisme, c'est la voie qu'il faut choisir. Cette voie exige le sens des responsabilités, la pratique de la liberté de manière intelligente, mais aussi la volonté de se dépasser et d'aller à la découverte par une pulsion de curiosité qui vous pousse toujours à aller vers les autres et vers les choses. Les autres en tant qu'homme, en tant que rencontre, en tant qu'opportunité de vous épanouir, de vous cultiver vous-même. Ouais. Et puis, les choses en allant au-delà de la superficie, dans les profondeurs du savoir. Et ça, à mon avis, cette recherche constante de la connaissance est un acquis qui doit, est une chose qui doit toujours animer un journaliste. Comme le dit
si bien un proverbe arabe, il faut chercher le savoir du berceau au tombeau. Ouais. Bien. JMJ, notre invité ce matin, évidemment, chez les GG sur Radio Espace Guinée. Qu'est-ce que signifie pour vous, directeur de la RTG, Radio-Télévision Guinéenne? Non, d'abord, je dois vous dire que j'ai été d'abord directeur de la télévision nationale. Ok. De 86 à 89, j'étais directeur de la télévision nationale. Et c'est à cette époque que nous avons innové avec des émissions comme Télévasion, avec Cousin Zambo, avec des émissions qui commençaient déjà à donner la parole au public. Puis en 1989... Donner la parole au public. Oui, je vais vous expliquer tout à l'heure. Okay. Puis en 1989, je suis devenu directeur national de la RTG, c'est-à-dire le responsable du principal média guinéen de l'époque. Donc en tutoiement direct, dans le respect avec les autorités de l'époque, mais aussi en sympathie constante avec le public. Je vais vous dire pourquoi donner la parole au public. Parce qu'en fait, le public a pris la parole dès le 4 avril 84. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir donné l'opportunité au public de le faire. Parce que quand les militaires ont pris le pouvoir le 3 avril 84, j'étais régulièrement au studio. Et le téléphone vert, qui est le téléphone du studio A de la Voix de la Révolution à l'époque, ne cessait de pleurer, de grincer. Les gens appelaient, chacun voulait s'exprimer. Et j'ai pris avec Émile Bamba Mato à l'époque l'initiative de passer en direct les auditeurs. Pendant 3 jours, du 3 au 5, les auditeurs s'exprimaient sur ce que j'avais appelé le téléphone vert. C'était vraiment la première expression de la liberté sorte de libre antenne. De la libre expression en Guinée. Et à partir de là, comme vous le constaterez, ça a duré 3-4 jours. Après, rapidement, on m'a ramené dans les rangs. Mais je n'oublierai jamais cela, que ce fut des moments d'expression démocratique plurielle et que je suis fier d'avoir pu animer. Mais en même temps, lorsque vous avez... Juste une précision, si vous permettez, Moussa. Entre 74 et 84, j'ai lu la biographie, on constate que vous avez été commentateur autorisé et attitré de la musique guinéenne. Ça signifiait quoi à l'époque? Très bien. À l'époque, vous savez que les gloires de la musique guinéenne viennent des maisons, de la maison de production, les éditions Siliphone. En 1974, le commentateur officiel de la maison Siliphone a claqué la porte. Il s'appelait Ibrahima Khalid Diaré, paix à son âme. C'était un écrivain talentueux, malheureusement mort un jour dans un garage la nuit, et on était tous troublés. Bref, pour revenir à cela, quand il a décidé de claquer la porte, c'est à moi qu'on a fait appel pour commenter officiellement pendant 10 ans. Parce qu'à l'époque, les artistes, avant qu'ils n'entrent en studio, on allait assister aux répétitions des artistes, on les écoutait, on leur demandait la signification des chansons, on corrigeait leurs répétitions. Et puis quand ils arrivaient en studio, j'étais là, j'écoutais, je prenais note, et c'est suite à cela que j'écrivais les commentaires des disques. Mais comment en suis-je arrivé là? Ce Ibrahima Khalid Diaré dont je vous parle, un jour, dès mes premiers moments en 71, il est venu un jour me rechercher dans les studios de la Voix de la Révolution. Quand il m'a vu, il dit, petit, c'est bien, tu parles bien, mais ça ne suffit pas. Il dit, il faut écrire. Ce que tu dis, même si tu donnes l'impression d'improviser, il faut écrire. Et c'est ainsi que le monsieur donc, qui m'a conseillé d'écrire, quand il a claqué la porte de Siliphone pour des questions d'humeur, Siliphone, puisque j'écrivais déjà dans le journal Roréa et dans Phoniqué et autres, j'ai été sollicité. Et j'ai donc commencé à écrire. C'est Moussa Konaté Moïse, le technicien historique. Il vit encore, même hier, je l'ai appelé celui qui a enregistré tous les grands disques guinéens. Les ballets africains, à Kadé Diawara, entre autres. Exactement.
Et lui, il a dit, mais pourquoi on ne ferait pas appel à Justin? Et c'est ainsi qu'on m'a fait appel, mais pour ne pas être ingrat. Ouais. L'homme qui avait claqué la porte, Ibrahima Khalid Diaré, il logeait à l'époque sur l'axe de l'hôtel Kamayenne. Je suis allé le voir. Ouais. Je dis, doyen, voilà, maintenant, on me demande d'écrire à votre place. Il dit, mais c'est très bien, je suis heureux que ce soit toi qu'ils aient choisi, mais moi, je n'en veux plus. Ouais. C'est comme ça que je suis devenu, pendant 10 ans, celui qui écoutait, critiquait, analysait sur la musique guinéenne. Je pense que c'était un peu la singularité du fonctionnement de l'État à l'époque. Ce qui m'amène donc à cette autre question. Vous avez quand même une époque où on parlait de Sékou Touré. Ouais. Autre époque, on parlait de Lansana Conté. Sékou Touré, pour tout ce que l'on sait, de vrai ou de faux, c'était pas un régime comme celui que nous voyons aujourd'hui, en tout cas dans certains pays. Et vous avez Lansana Conté qui était un homme en uniforme, un colonel, devenu général plus tard. Mais face à la presse, quel était le comportement de ces hommes d'État? Quel regard ils avaient sur le fonctionnement de ce média si important à l'époque? Et expliquez-nous, est-ce que vous aviez véritablement les coups de franche ou bien un canevas était bien au préalable bien défini sur lequel vous devriez marcher. Voilà. Il fait bien de poser la question parce que c'est l'autocensure aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les médias d'État. On ne parle pas seulement de la RTG, mais ça c'est partout sur le continent. Je regarde la RTI, je prends ma tête, je me dis mais c'est pas possible. Bonne question et bonne réflexion. C'est des degrés différents d'analyse parce que je n'avais pas les mêmes niveaux de pénétration autant de Sékou Touré qu'autant de Lansana Conté ou des autres. Au temps de Sékou Touré, j'étais jeune journaliste qui s'occupait d'un domaine dans lequel j'avais compris, selon mon analyse de petit historien, que la Guinée, là, faisait du bon travail. Et c'est pour cela qu'à cette époque, je n'ai jamais été un journaliste politique. Et plusieurs directeurs étaient venus qui m'encourageaient à être présentateur, commentateur politique. Ça, je n'avais pas accepté. Donc là, je me suis engagé à fond là. Et j'avais, avec le président Sékou Touré, des moments de respect distant. Par exemple, c'était un des grands auditeurs de La Voix de la Révolution. Il lui arrivait, il aimait particulièrement un morceau de Keletigui qui s'appelait Yelimangboya. Alors, quand il appelait, allô, c'est qui? C'est le président. Il dit, oui, c'est le président. Je dis, quel président? Il dit, le responsable suprême de la Révolution. Donc, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous pouvez bisser cette chanson-là. Parce qu'il lui arrivait d'aimer une chanson et de demander. Donc, qu'est-ce qu'on faisait gentiment? On dit donc, à la demande de certains auditeurs, nous allons vous... Les grandes gueules. Donc, voilà un peu les anecdotes de la Révolution. Oui, je vous écoute. Deux questions. Pardon, excusez-moi. Voilà. Calme-toi. Voilà. Non, mais je suis désolé. J'ai compris. Tu l'auras dans Kourouma et compagnie à la télé. C'est mieux. Avec Lansana Conté, j'étais directeur de la télévision, puis j'étais directeur de la RTG, sur proposition de Sanoussi Zenoul, qui avait été mon professeur d'histoire, donc il me connaissait comme étudiant, qui m'appréciait. Et à ce moment, c'était des rapports différents. Je peux vous dire que Lansana Conté avait une sympathie extraordinaire pour moi. Et en tant que directeur de la RTG, à l'époque, par exemple, pour les discours officiels, en tant que directeur, j'étais là. Je devais être très exigeant. Ces discours, il devait les lire devant moi, les répéter, et j'exigeais la diction qu'il fallait. Il faisait ses efforts. Et même quand il commençait son discours, je pouvais, en plein enregistrement, lui demander de bien vouloir m'excuser, mais il a mal prononcé, il doit pouvoir refaire ça. Et il a appris. Et si vous remarquez entre ses premiers discours et les autres, il y a eu une évolution qui était fruit de ces efforts-là. Donc, avec lui, c'était ce type de rapport que j'entretenais. Donc, je pouvais lui dire certaines choses sur le plan de la communication pour qu'il s'améliore. C'est à son époque que la critique va naître. Comment un homme en uniforme comme lui a accueilli cette ouverture d'esprit, ce sens critique du Guinéen? C'était presque spontané chez lui, chahuter, dire ce qu'il pensait. C'était vraiment des éléments naturels chez lui. Et c'est ce qui va me permettre
de créer des émissions extraordinaires. Il y avait une émission qui s'appelait Causerie libre. C'était une émission... de défouloir. Non, sans pareil, parce que c'était quoi? Il y avait le chef de l'État qui était là, il y avait les ministres qui l'entouraient, et il y avait les journalistes. Et ils nous recevaient ensemble. Quand on posait des questions au président de la République, il disait ce qu'il en savait, et puis il passait la parole au ministre sectoriel pour qu'il en dise plus. Et ainsi de suite. Ça, c'était Causerie libre. Il y avait aussi une autre émission qui s'appelait Point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est d'ailleurs là que j'ai connu Baouri, qui était un de nos débatteurs. Point d'interrogation, c'était les journalistes qui faisaient des reportages, le public qui participait, et puis moi qui ai animé avec d'autres journalistes un débat un peu dans le genre, c'était les pré-grandes gueules, quoi. Les pré-grandes gueules. Donc, et ça, c'était des moments vraiment de participation et de création journalistique, et c'était très bien. D'ailleurs, suite à l'émission Causerie libre, l'ambassade des États-Unis à l'époque m'avait adressé une lettre de félicitations pour dire que même aux États-Unis, on n'a jamais vu une émission qui invite le président de la République, plus les membres du gouvernement et les journalistes pour débattre de l'actualité nationale et internationale. Donc c'était des moments... Sur le plan professionnel, on peut dire que c'était très profond et c'était très engageant. Et c'était la périodicité, c'était une fois par semaine? Comment ça se passait? C'était une fois par mois. Une fois par mois, j'imagine. Allez-y, toute une vie de passionné ce matin, évidemment. J'aimerais bien parler du journaliste culturel qu'il était, mais j'aimerais savoir, vous avez parlé de cette relation qu'il y avait entre le président de la République et vous à l'époque, vous et d'autres journalistes bien entendu, mais est-ce que tout était rose? Est-ce qu'il y a des journalistes à l'époque, par exemple, qui ont été menacés, qui ont fait de la prison? Est-ce que vous avez souvenance de telles actions par les passés? La liberté dans son exercice est toujours difficile pour les journalistes. Toujours. Cependant, je vais vous raconter une histoire. Par exemple, moi, je suis devenu directeur de la RTG, directeur national, suite à un incident sur les antennes de la RTG à l'époque. Il y a un élément qu'un journaliste a passé. C'était un élément du Polisario à l'époque, et la Guinée avait une position particulière sur la question du Sahara. Et quand ça s'est passé, le président est entré dans une colère extrême, j'imagine. Et il a demandé que le journaliste soit sanctionné et que la direction saute. À l'époque, c'était Emmanuel Kati qui était le directeur général de la RTG. Et c'est suite à cet esprit de renouveau, de changement, que moi, je suis arrivé. Mais moi... Ami du président de la République. Exactement. Et à cette époque-là, moi, comme je me veux avoir le courage de mes idées. Et comme j'avais cette sympathie du président Lansana Conté, l'opportunité était bonne pour résoudre certains problèmes. C'est ainsi que durant les années 90, un jour, et ça c'est une page d'histoire, un jour il y avait des manifestations entre syndicats, autorités, contestations, et c'était le ministre paix à son âme, Boy Bari, qui dirigeait ces négociations-là à la Bourse du Travail, pas loin de la RTG. Et c'était vraiment chaud, une équipe était venue, le président avait menacé, il avait promis de venir au Palais du Peuple pour réagir et attaquer ceux qui étaient contre son régime, etc., etc. Et quand cela s'est passé... Là, vous parlez de Conté, là? Je parle de Lansana Conté. OK. Et Boy Bari, le ministre qui connaissait la sympathie du président pour moi, est venu me voir. Il m'a dit, mais Justin, c'est très chaud. Puisque le chef, il a de la sympathie pour toi. Si tu peux nous aider pour le pays, il faut le faire. Il dit, il faut aller le voir, sinon ça va chauffer aujourd'hui au palais parce que les militants pro-président veulent réagir, fondre sur... À l'époque, c'était la SIG Madina. Ils voulaient fondre sur la SIG Madina. Il a dit donc, il faudrait faire quelque chose. J'ai donc pris... je dis, je ne vais pas aller seul. J'ai pris M. Alpha Camara, qui vit toujours, qui était commissaire, mais qui était à l'époque le directeur de la télévision.
J'ai pris Alpha Cabinet Keïta, qui est mort malheureusement, qui était le directeur de la radio. Et nous sommes allés voir le président Lansana Conté. Il était en audience, on a attendu. 45 minutes après, il nous a reçus. Il dit, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non. Je dis, président, je suis venu vous voir avec l'équipe de la RTG pour vous dire, que le chef, permettez-le-moi, ne se fâche pas en public. Ouais. Une colère de chef se gère, monsieur le président. Ouais. Si vous vouliez agir dans tel ou tel sens, il est important que vous preniez le temps qu'il faut pour cela. Ouais. Et je lui ai dit, voilà mes conseils. Et mes amis aussi qui étaient là sont allés dans le même sens pour dire au président qu'il ne faut surtout pas le faire. Ouais. Et à la grande surprise, ceux qui sont de ma génération se souviennent que ce jour-là, à la différence de 85 au Fatara, ce jour-là, le président a dit au Sabari. Au Sabari. Ouais. Il y a des gens qui étaient même venus avec des machettes au palais. Hein. Et c'est des moments que j'évoque avec beaucoup d'émotion. Oui. Donc, il a calmé tout le monde et à la surprise, ce jour-là, la cité n'a pas brûlé. Et hier, avant de venir, j'ai appelé Alpha Camara, l'ancien directeur de la télévision. Je dis, te souviens-tu de notre rencontre avec le président Lansana Conté? Il a dit oui, et puis on a chahuté autour de ça et on s'est remémoré ces moments où on a servi la patrie de manière professionnelle. Ouais. Voilà. La patrie d'abord, hein. JMJ, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Ahmed. Alors là, du coup, moi j'ai deux questions. Qu'est-ce que, ce fameux Wofata, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça a laissé comme trace chez vous? Et puis ensuite, vous avez été ministre, limogé. Moi, je sens chez vous une âme plus d'artiste que de politique. Donc, quel est votre rapport aujourd'hui à la politique? Et puis, troisième question, la dernière. Est-ce que l'homme de culture que vous êtes ne souffre-t-il pas de voir, par exemple, la maison de Myriam Makeba abandonnée à Dalaba? Enfin, toute cette culture qui est malmenée aujourd'hui dans notre pays. J'en souffre beaucoup. Je suis même passé à Dalaba. J'ai vu cette maison en ruine. J'ai essayé d'attirer l'attention des autorités sur la question. J'ai entrebâillé parce que des fenêtres, on voit même la photo de Myriam Makeba. Effectivement. J'ai visité d'ailleurs cette maison. Voilà. Et après, je me suis rendu dans la cour. Il y a ce beau sapin qui est toujours là, qu'elle avait importé d'Afrique du Sud. Et puis moi, Myriam Makeba, c'était comme une maman. Ouais. Elle devrait être la marraine de mon mariage quand malheureusement elle était très occupée. Elle m'a donc dit de choisir une autre artiste. C'est ainsi que Nyepo Abba, la chef d'orchestre des Amazones, est devenue marraine de mon mariage. J'avais l'âge de sa fille Bongui, qui était née en 1950 comme moi. Et j'étais très près de la famille. J'ai même des interviews exclusives d'elle parce qu'elle m'avait chargé d'écrire son livre. Le jeune journaliste, si vous aviez écouté une émission de RFI sur Myriam Makeba, il y a quelque part où on dit qu'elle a confié sa biographie à un jeune journaliste guinéen. Ouais. Ce jeune-là, c'était moi. J'ai des photos qui témoignent de cette époque-là. Bref, cela me fait beaucoup souffrir et je souhaite que cette situation change. L'ambassadeur sud-africain est aussi au parfum de la question. Il souhaite que la Guinée et l'Afrique du Sud s'associent pour faire de cet espace un musée. Ouais. Et je souhaite que cela soit... Il y a ces affaires personnelles encore dans cette maison. Effectivement. Parce que nous, on a quand même visité, on a touché, et il y a même ces disques encore dans cette maison. Mais en attendant, ce sont les chèvres, les bœufs. Vous ne devriez pas toucher. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon frère? Non, vous ne devriez pas toucher. Mais en attendant... Question. On va essayer d'évoluer. Je n'ai pas fini. Allez-y. La deuxième, c'était mes rapports avec la politique. Ouais. Oui, on va en venir sur la politique. On voudrait un peu insister sur la culture, parce que l'homme de culture que vous avez été, vous êtes, bien sûr, que vous êtes. Donc, vous n'êtes pas seulement resté cet animateur d'émission, vous êtes impliqué dans le travail même qui consiste à produire des artistes ou des albums, d'où finalement vous êtes venu l'idée de vous engager
Et est-ce que vous êtes allé jusqu'à la mise en place, par exemple, d'un label autour duquel des artistes devraient se produire et se faire connaître dans ce pays? Oui, tout à fait. J'avais créé deux labels, JMJ Music et Clipson Multimédia. Comment j'en suis venu à l'idée de producteur? C'est un jour, j'écoutais la radio, j'ai entendu Fodé Conté pleurer que lui, à son âge, avec tout ce qu'il avait fait, il n'avait jamais pu produire une cassette, un CD musical. Et à partir de là, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Ouais. J'ai pris mes petites économies en 1976. Ouais. 96. J'ai pris mes petites économies, je les fait répéter avec Doura Bari, avec Bamola, son balafoniste. Ouais. Et nous sommes allés en Côte d'Ivoire où on a enregistré son album. Et on a travaillé, c'était pour la première fois de ma vie, puisque mes économies étaient très serrées. On a tourné 38 heures en studio sans arrêt. Waouh! Quand nous avions fini, je ne pouvais pas tenir debout parce que mes jambes ne tenaient plus. Ouais. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est qu'on sentait que Fodé Conté était heureux d'avoir pu enfin faire cela. Quand j'ai fait ce produit-là, il a eu le succès qu'il a eu. Et puis, un jour, il y a Yeli Sayon qui est venu me voir. J'étais en ce moment à l'UNICEF. Et Yeli Sayon est allé voir un chauffeur de l'UNICEF, Talib Diallo, pour lui demander « Conduis-moi chez le producteur, j'ai appris que Justin Morel fait de la production. » Il est donc venu me voir parce qu'il avait déjà fait le tour de tous les producteurs. Ouais. Et comme par hasard, à l'époque, tous les producteurs guinéens étaient Alpulaar. Le seul qui ne l'était pas, c'était moi. Et tous les autres, et c'est pour cela que la Guinée est merveilleuse. Ouais. La Guinée est une famille, comme dit notre frère Camara. Mais tous les Alpulaar ont écouté l'album de Yeli Sayon, ont renvoyé, si vous voulez, gentiment Yeli Sayon. C'est quand Yeli Sayon est venu me voir que j'ai trouvé qu'il y avait une mine d'or. Nous avons répété et nous avons corrigé les textes. Nous sommes allés chez les frères Bangoura à la Bellevue. On a enregistré cet album-là, Yeli Sayon Maïn. Et puis, ça a marché. La musique Alpulaar a explosé. Après, tour à tour, j'ai produit Fatako, Yata Yeto. J'ai produit Weli Warata de... Ah, Fatako, Yata Yato, c'est vous? Oui, c'est effectivement. Bien. Etc. Ouais. Alpha Diodara et... Justin Morel, Walilan, UNICEF Walilan, je me rappelle de la chanson. Allez, prolongation ou pas, vous allez essayer de décider, auditeurs évidemment. Mesdames et messieurs, on a terminé ce matin, les GG. Quoi? Il faut 10 minutes, Lamine. 11h. Non, mais Lamine, il y a la partie, le troisième chapitre. Les auditeurs vont décider, Moussa. En fait, la radio, c'est un professionnel de la radio. Oui, mais attention. Comment ça? Il y a des rallonges toujours. Oui. Quand le président de la République l'appelait pour dire mettez cette cassette, il mettait. Alors. Là, c'est le président Moussa qui décide, évidemment. Là, cette fois-ci. Allez, on va revenir à 11h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.